Partager une culture commune de la coéducation et de l'inclusion numérique des parents est un objectif clé de l'école. Mais comment faire ? Comment ? C'est d'abord apporter des réponses en termes d'éducation et de protection aux préoccupations des parents. Les préoccupations des parents portent sur les risques sociaux liés aux pratiques numériques, cyberharcèlement, surexposition aux écrans, accès à des contenus inappropriés. Je parle de la haine en ligne ou de la pornographie. La cybercriminalité aussi est importante, les usurpations d'identité, les faux profils. Les préoccupations des parents portent aussi sur la présence des enfants en ligne et les données personnelles, la place des jeux vidéo dans le temps disponible pour l'étude et le travail, la nécessité d'un usage raisonné et raisonnable des écrans qui ont des influences que l'on connaît sur le sommeil, l'alimentation ou le développement cognitif. Les parents sont aussi préoccupés, bien sûr, de la façon dont leurs enfants s'informent sur les réseaux sociaux, l'éducation aux médias et à l'information, les fausses informations, on en a parlé tout à l'heure. Mais plus fondamentalement, les parents veulent accompagner leurs enfants vers la réussite scolaire et leur épanouissement. Je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est ça l'éducation des parents à l'école. C'est bien sûr la protection, mais surtout leur donner les moyens de suivre la scolarité de leurs enfants. C'est là leur attente principale. C'est pourquoi j'introduis d'emblée ce concept de coéducation inscrit dans la loi de 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école et dans le référentiel des compétences des professeurs. À ce titre, les enseignants, et c'est important d'avoir en tête 4 verbes d'action, les enseignants accueillent, informent, dialoguent, impliquent les parents. Accueillent, informent, dialoguent, impliquent les parents. Les mallettes des parents au numérique pour l'école et le collège présentent des ressources pour aider les parents avec le numérique, pour la coéducation au et par le numérique. Ce sont des mallettes que vous trouvez sur le site d'information tout public et du SCOL. Vous en trouvez aussi les coordonnées dans la lettre que je vous ai distribuée. C'est une lettre que Richard Galin, qui est ici présent, qui s'occupe de l'e-parentalité au ministère, rédige avec des experts. C'est une lettre qui est envoyée à tous les enseignants. Donc ce sont des ressources, ces mallettes pour les parents qui permettent de montrer l'apport du numérique, de lever les peurs et le voile sur les idées reçues grâce aux apports de la recherche. Par exemple, dans ces mallettes, on y trouve ce que permet l'ENT, l'espace numérique de travail, plus de communication, le suivi de la scolarité, les devoirs, les notes, les événements scolaires, les échéances importantes dans la scolarité, les groupes de discussion avec les parents. L'ENT, c'est aussi la relation directe avec la vie scolaire, la participation active à la vie de l'école dans un cadre sécurisé et protecteur des données personnelles, parce que tout à l'heure on a dit que tout le monde était sur WhatsApp. Les parents sont sur WhatsApp, mais il ferait mieux d'être sur les ENT, parce que là, au moins, leurs données seraient sécurisées, et j'espère que de plus en plus, ils auront ce réflexe-là. On y trouve aussi comment organiser la continuité si l'enfant est malade. On y trouve des ressources si l'enfant est porteur de troubles 10 ou de handicap. Je rappelle l'importance du numérique pour les élèves qui sont porteurs de 10 ou porteurs de handicap. Je voudrais, pour refocaliser l'attention, vous proposer un petit quiz un peu plus difficile que celui de Fabien tout à l'heure, pour vous demander si, vous avez 3 réponses possibles, si l'âge moyen d'inscription d'un enfant sur un réseau social est plutôt 8-9 ans, 10-11 ans ou 12-13 ans. 1, 2 ou 3. Qui vote pour 1 ? Comment ? Je dis en réel. L'âge moyen de la première inscription. Donc 8-9, il y a un tiers de la salle. 9-10 ou 10-11, bon. Un tiers de la salle. Et 13-14 à une personne. Alors, l'âge moyen de la première inscription, c'est 8 ans et demi.
Donc merci au premier tiers d'avoir une clairvoyance en la matière. Je dois dire que la deuxième partie de mon intervention porte sur les territoires numériques éducatifs. C'est un dispositif de démonstrateur qui est financé par les crédits d'investissement France 2030, qui permettent le déploiement du numérique dans un territoire, donc à l'initiative d'un territoire. Et donc la Banque des territoires avec laquelle on conduit cette action nous aide beaucoup. Et dans ces TNE, par exemple celui de l'Hérault, il y a eu une enquête d'un laboratoire de recherche qui a porté sur les parents d'élèves de CM2 et de 6e, qui montre que 90% des parents interrogés disent que leur enfant n'est pas inscrit sur un réseau social. Je parle d'enfants de CM2, 6e, 90%. Et dans la même enquête, 90% des enfants, de leurs enfants, disent être inscrits sur un réseau social. Donc, voilà, nous avons des moyens importants pour creuser la question des pratiques numériques et de la parentalité numérique dans les territoires numériques éducatifs. Nous prenons conscience, parce que nous aussi, nous sommes confrontés à de nouveaux enjeux, nous prenons conscience de ce gap important. Alors, où il faut refaire la loi, parce que la majorité numérique, c'est 15 ans, et qu'on ne peut pas s'inscrire sur un réseau social avant 13, et qu'entre 13 et 15, il faut avoir le consentement de ses parents. Donc, où on refait la loi, où on accélère l'éducation. Donc, voilà. Moi, je suis là pour vous montrer comment on met les petites graines déjà dans la tête des enfants et de leurs parents pour que la loi tout simplement soit respectée, que les enfants soient accompagnés dans ces nouveaux terrains, ces nouveaux paysages de leur vie quotidienne. Alors, dans ces territoires numériques éducatifs, on a pu développer certaines innovations, et en particulier le PIX Parent. Le PIX Parent, aujourd'hui, se déploie dans 3 territoires, et il sera généralisé à la rentrée 2024. Vous pouvez le découvrir en avant-première sur le site de PIX. Je vous engage à faire les modules. Moi-même, je les ai testés, c'est intéressant. C'est pour les parents les plus éloignés du numérique, mais parfois qui peuvent avoir une aisance numérique, mais qui ne sont pas conscients des enjeux. C'est un outil pour le développement des compétences de base, l'auto-formation et pour l'orientation, le cas échéant, vers des structures plus aptes à les accompagner par le présentiel. Donc, avec 3 rôles endossés par les parents au quotidien, parents d'enfants, parents d'élèves et parents citoyens. Par exemple, PIX s'est aidé à utiliser le simulateur de bourse pour connaître ses droits ou évaluer ses droits à 34 autres aides sociales avec des tutos pour comprendre. Par exemple, ce que peut PIX, c'est apprendre à signaler un contenu haineux sur une plateforme ou encore mettre en place le contrôle parental pour restreindre l'usage des équipements connectés de la famille. Bon voilà, ce sont des choses un petit peu de base. Néanmoins, tous les parents ne savent pas le faire, donc PIX peut les y aider. Et vous ne répondez pas bien aux questions, il y a un algorithme adaptatif qui vous en pose d'autres. La même situation, les mêmes défis peuvent être présentés différemment et s'adapter aux compétences des parents qui s'y connectent. En conclusion, j'insisterai sur quelques autres repères structurants. La charte pour l'éducation à la culture et à la citoyenneté numérique, conçue par le ministère, mais aussi la CNIL, l'ARCOM et le CLEMI. La culture numérique, qui pose en 14 articles le cadre du numérique à l'école. Je vous ai fait distribuer un petit hors-série du magazine Chute, qui est un magazine papier sur le numérique. Et dans ce hors-série, vous verrez les 14 articles. Vous les voyez aussi dans la lettre que l'on donne aux enseignants. Et en particulier, il y a l'article 11. La communauté éducative garantit l'égalité d'accès au numérique et à ses usages à tous les élèves. Je rappelle, Madame Piron le disait en introduction, que la certification des compétences numériques des élèves est obligatoire en 3e et en terminale. Qu'on est en train de déployer le PIX 6e dans un tiers des collèges et dans tous les collèges à partir de la rentrée, que ça donnera
lieu à une attestation obligatoire des compétences numériques à la fin de la classe de 6e. Pourquoi on remonte ? Pour les questions que je vous disais tout à l'heure. Le smartphone, c'est un mal nécessaire pour les parents et à partir du collège, tout le monde l'a. Donc voilà, nous sommes conduits donc à avancer l'âge où nous mettons nos efforts sur les compétences numériques. L'article 12 de la charte, l'usage du numérique, notamment par l'utilisation des écrans, doit être raisonné, adapté à l'âge des élèves et respectueux de leur rythme de vie et de leur santé. Il doit faire l'objet d'un accompagnement global en liaison avec les familles et respecter le droit à la déconnexion. Un autre repère structurant, c'est le socle numérique de base qui est défini avec les collectivités. C'est un référentiel partagé qui oriente les investissements en termes d'équipement, de connectivité, de ressources. Ça garantit l'égalité d'accès sur l'ensemble du territoire. Et ce socle prévoit un volant d'équipement pour les familles que les collèges, lycées peuvent déployer en cas d'urgence. Par exemple, en cas de continuité, de nécessité de la continuité. Je sais que on a la mémoire courte, mais on en avait besoin pendant le Covid. Mais on en a encore besoin puisqu'il y a eu des inondations dans le nord de la France, qu'il y a eu de la continuité pédagogique. Personne n'en a parlé parce que ça a fonctionné. Et donc les élèves ont fait la classe à distance sans qu'aucun média ne s'en fasse le relais. Donc ça veut dire que ça marche, c'est très bien. Et la continuité, c'est quelque chose d'essentiel et de toujours présent. Et il faut pouvoir, dans l'urgence, déployer des équipements pour les familles qui n'en ont pas. J'ai cité quelques partenaires. Bien d'autres ici, bien sûr, vont s'exprimer autour de la table avec lesquels nous travaillons. J'ai cité les collectivités. Je finirai par citer les acteurs de la vie scolaire et les professeurs. Tous leurs efforts pour ne pas laisser les parents sans solution et sans réponse face à ces enjeux. C'est sur ces mots d'empathie et de sympathie pour tous les professionnels de l'éducation que je souhaiterais terminer mon propos et rappeler que pour eux aussi, ce sont de nouveaux enjeux et qu'il est très important de les former et de les accompagner. Je vous remercie de votre attention.